Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance d'information au sujet des modifications que la municipalité désire apporter en ce qui concerne la réglementation au niveau du zonage. Alors, compte tenu de la période que l'on connaît au niveau de la COVID, on ne pouvait pas tenir des séances d'information publique ou de consultation publique, pardon. Alors, on l'a fait par écrit. On n'a pas reçu de demande, Mme Annick, aucune. Alors, ce soir, on va vous présenter de toute façon ces informations ou les modifications qu'on est en train d'adopter. Là, il va s'agir, normalement, lundi prochain, on devrait adopter l'ensemble des modifications à la réglementation du zonage. Alors, je vais laisser la parole au directeur général qui va nous faire la présentation de toutes les modifications qui sont prévues à notre réglementation. Merci, M. Martel. Alors, comme M. Martel le disait, même si on a fait une période de commentaires écrite, là, donc ce qui était demandé par le ministère des Affaires municipales, on a quand même jugé important là, de faire une présentation aussi verbale là, pour permettre de vulgariser, s'assurer là, de donner un petit peu plus de pédagogie là, à l'ensemble de l'exercice auprès de la population. Si on regarde la présentation qu'on va avoir ce soir, on va aller à la deuxième diapositive. On va avoir 4 grands thèmes dans notre présentation. Donc, le premier thème va être les modifications qui touchent le secteur du village alpin. C'est beaucoup des modifications en lien avec les projets de développement. On sait que lundi dernier, le 27 septembre, en extraordinaire, le Conseil a approuvé 3 acceptations initiales au niveau de projets de promoteurs. Et ça l'a demandé là, un petit peu là, de changement là, en termes de zonage, définir certaines zones et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces zones-là. Par la suite, on a des modifications qui touchent les autres secteurs de la municipalité et autres sujets. Donc ça, souvent, c'est des modifications diverses là, qu'on vient faire suite à des commentaires de citoyens. Certaines demandes, le règlement municipal, c'est toujours en évolution. Donc ça, c'est les modifications normales qu'on fait à chaque année. Par la suite, on a la bonification des usages commerciaux dans les affectations agroforestières. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Là, c'est une nouveauté que la MRC a intégrée dans son plan d'urbanisme. Donc, qui permet aux municipalités là, d'ouvrir certaines activités commerciales dans l'agroforestier. Et par la suite, on a aussi projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble, PPC-moi. Donc, c'est un nouvel outil là, qui est offert aux municipalités là, pour être un petit peu plus flexible là, quand elle a des projets d'envergure afin de faciliter le traitement. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus dans le détail qu'est-ce que ça contient. Donc, ça, on y va. Donc, au niveau du village alpin, on va commencer avec la création des zones V27 et V28. On peut peut-être aller directement à l'autre diapositive. Là. On a un petit peu plus de visuel, ça va bien aider. Donc, actuellement, au niveau du village alpin, comme vous voyez dans l'image en haut, on avait CE27 et CE28. Ça, c'est conservation. Ça, dans le fond, ça s'appelle des zones de réserve. Vous voyez, là, on a comme une espèce de trait rose et blanc là, qui fait le tour un petit peu, là, si on regarde un petit peu plus haut. Là. C'est ça. Ça, c'est le périmètre urbain secondaire. Et ces zones-là, dans le fond, étaient figées en attendant que l'ensemble des autres zones dans notre périmètre urbain soient développées à au moins 50%. C'est un peu la façon là, que la MRC et le ministère là, travaillent pour dire, bon, on vous donne un périmètre urbain, mais il va y avoir certaines zones qu'on va vous bloquer, on va vous empêcher de faire du développement jusqu'à ce que vous ayez développé vos autres zones qu'on vous a ouvertes. Donc, dans le fond, au niveau de la correction, c'est qu'on voit que CE27 et CE28 vont maintenant devenir V27 et V28. Donc, à partir de ce moment-là, ces zones-là pourront recevoir des projets de développement. Puis comme vous voyez, là, c'est la zone là, qui est directement à gauche là, du secteur Valence. Là. V26, c'est Valence. Donc, un petit peu plus bas, on a maintenant ces deux zones-là là, qui vont pouvoir être ouvertes au développement. Donc, comme on dit, là, c'est le critère du 50% de développement dans les autres zones a été atteint.
On parle aussi d'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et aussi les PIA. Donc, on va quand même s'assurer qu'il y ait une cohérence là, si un promoteur décide de déposer un projet. On n'a pas encore eu là, de projet de déposer pour ces zones-là. Par la suite, si on va à l'autre section, on a un village alpin R42. On va aller directement à l'autre diapositive. On va regarder un peu ce que ça présente. Donc, on voit qu'on vient créer les zones R95 et R96. Donc, si on regarde au niveau de la deuxième image, un peu en haut de V26, là, on a R95 et après ça, on a R96 qui s'étire là, un peu à droite. Ça, dans le fond, c'est au niveau du développement Valence, là, avec M. Jean-Marc Brassard. Comme vous voyez, son terrain s'allongeait, il sortait du périmètre urbain et on tombait dans une nouvelle zone qui est une zone récréative. Donc, c'est une zone dans laquelle on ne peut pas faire de moyenne et de haute densité, c'est seulement du basse densité. Et on voulait quand même là, appliquer là, le PIA pour qu'il y ait une cohérence là, au niveau du développement, du style architectural et tout ça. Mais on ne voulait pas appliquer un PIA sur l'ensemble de R42 parce que comme vous voyez en haut, R42, là, on ramasse quand même énormément de terrain. Donc, on est vraiment venu définir là, la limite du terrain qu'on a appelé R96. Et là, on va venir appliquer le PIA à cet endroit-là et ça va seulement s'appliquer dans cette zone-là. Puis on ne viendra pas influencer l'ensemble de R42 là, pour ce qui s'ensuit. Puis R95, on a voulu quand même le mettre à part parce que on ne peut pas le mettre avec R96 parce que vous voyez qu'ils ne sont pas en contact, là, ils n'ont pas de lien entre les deux, mais ça reste que c'est quand même d'une zone récréative, ce n'est pas une zone de villégiature, donc on a quand même voulu lui donner un code particulier pour que si à un moment donné on a à agir dans cette section-là, on pourra le faire là, spécifiquement là, sans influencer les autres zones. Donc ça, c'est ce qu'on a pour Valence. Après ça, on a le secteur V25. Donc au niveau du secteur V25, on va aller tout de suite à l'autre image. Vous voyez que V25, c'était l'ensemble de Rouvray. Puis on voit qu'on avait une section aussi un peu plus basse là, qui faisait partie du périmètre urbain secondaire. Donc, on a aussi un nouveau développement là, qui va se faire dans cette zone-là. Ce qui fait en sorte qu'on est vraiment venu délimiter pour venir se créer une zone V97, vraiment spécifique à cette zone-là. Pour vraiment là, venir adapter, là, notamment au niveau d'un PIA, là, un style architectural que oui, qui va quand même avoir une cohérence avec V25, mais qui va aussi être capable d'avoir son cachet particulier. Donc, ça nous donne un petit outil supplémentaire relativement à ça. Et comme on voit, là, c'est dans le périmètre urbain secondaire. On voit RT100, on va le voir tantôt là, dans l'autre diapositive. Dans le fond, le terrain là, qui touche le développement, c'est V97 et RT100. Là. Ça, c'est tout le même terrain. Mais vous voyez qu'on a quand même voulu les casser là, parce qu'il y a une section qui est RT pour récréo-touristique et on a une section V là, pour villégiature. Et dans le V97, le conseil a accepté une hauteur de bâtiment de 14 mètres au lieu de 10 mètres. Donc, ce qui peut permettre au niveau du haut de densité là, de monter jusqu'à 3 étages au lieu de 2. Donc, ça, c'est une particularité là, qui a été attribuée directement à V97. Sinon, c'est se conformer à un plan d'aménagement d'ensemble et à un PIA là, comme les autres zones. Par la suite, on va aller voir RT43. RT43, ça veut dire récréo-touristique. On va aller tout de suite à l'autre diapositive. Ça va nous permettre de bien visualiser. Donc, vous voyez en haut, RT43, là, c'est majoritairement là, toute la section en vert forêt, là, on va dire, vert jaune forêt. Vous voyez qu'elle est quand même assez étendue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu le diviser en plusieurs zones parce qu'on a diverses réalités là, dans ce secteur-là sur lesquelles on voudrait agir. Donc, on est venu casser ça en RT98. Donc, RT98, on voit que ça inclut majoritairement le stationnement, plus ce qui touche un peu là, au nord, là, la rue du Refuge, là, pour se rendre jusqu'au ruisseau. Après ça, on est venu se créer RT100, que ça, c'est vraiment le terrain d'un promoteur. Là, actuellement, ce n'est pas en développement, cette portion de terrain-là. Peut-être une phase 2, on ne le sait pas. Mais on a quand même voulu prendre les précautions puis tout de suite venir s'isoler une zone pour que si à un moment donné, il y a quelque chose qui veut se faire là, on va être capable vraiment d'isoler là, les actions de la réglementation là-dessus. On a voulu aussi se créer une zone RT99 pour venir s'inclure toute la station de ski. Donc, vraiment, dans cette zone-là, on a la station de ski, puis là, on s'étire un peu là, vers la pente pour les tubes et tout. Pour justement éviter, parce que si on avait laissé ça à RT43, si on faisait un changement dans RT43, ça allait influencer l'ensemble du secteur.
Là, maintenant, on pourra là, faire soit des modifications ou venir agir directement sur le terrain de la station de ski ou bien non au niveau du stationnement, puis on n'influencera pas les autres zones. Là. Donc, c'est plus, je vous dirais, là, des outils pratiques en termes de gestion. Donc, ça, c'est au niveau du secteur alpin. Donc, comme vous voyez, là, à part la hauteur des bâtiments dans V97 qui passe de 10 à 14 mètres, le reste, c'est vraiment du découpage de zones pour vraiment là, se donner les outils pour faire en sorte que quand les nouveaux promoteurs vont vouloir créer un développement, qu'on puisse attribuer un PIA spécifique, qu'on puisse s'assurer d'une certaine harmonie. Donc, c'est vraiment l'objectif là, de ces différents découpages-là. Ça fait le tour au niveau de la station de ski. Si on va à l'autre diapositive, les autres secteurs municipaux, c'est pas des grosses modifications là, pour être franc. Ici, là, on est en train d'agrandir l'affectation habitation à même l'affectation publique. Et je vais me lever parce que je pense que même au niveau du pointeur, ça va être dur à voir. Donc, je vais vous pointer deux choses. Regardez-les bien. Ça fait que vous voyez que c'est vraiment juste un petit point. C'est qu'il y a un propriétaire. Ça, P1, là, c'est l'église, l'édifice municipal et le presbytère. Donc, c'est juste qu'on a un propriétaire qui a un terrain. Puis comme vous voyez en haut, là, il y a comme un bout de son terrain qui est zoné public au lieu d'être zoné habitation. Ça limite là, certains usages qu'il peut faire de son terrain. Fait que dans le fond, comme pour accommoder le propriétaire, c'est pas grand-chose, là. On est juste venu convertir le petit bout qui est sur son terrain de public en zone habitation pour lui permettre là, qu'il puisse faire un usage cohérent là, de l'ensemble de son terrain. C'est vraiment pas grand-chose. Par la suite, on a des changements là, quand même, somme toute mineurs, là, des normes relatives aux cases de stationnement. Donc là, on passe à une case pour un véhicule de 4 sièges. Donc, si on a des véhicules de plusieurs chaises, là, dans ce cas-là, il faut agrandir les stationnements. Ou on parle d'un 4 mètres de superficie pour les usages commerciaux et récréatifs. Par la suite, on a aussi un ajustement au niveau de la zone CH6. CH6, on va voir l'autre diapositive, là, on va pouvoir le constater. CH6, vous voyez, là, c'est la rue du Coin. Dans le fond, là, elle vient s'étirer, puis elle rentre un petit peu là, au niveau de Saint-Jean-Baptiste. Là. Donc, dans la zone CH6, c'est simplement, on sait là, qu'on avait la compagnie d'autobus qui était dans le coin. Elle a été rachetée par un autre propriétaire et ce propriétaire-là voulait se faire un bâtiment là, pour pouvoir entreposer les autobus plutôt que les laisser à l'extérieur. Et malheureusement, là, on ne pouvait pas là, lui permettre là, de faire un garage de ce style-là au niveau de la réglementation. Donc, je vous dirais que dans le fond, tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on permet les garages d'autobus et équipements d'entretien pour pouvoir accommoder monsieur. Là, c'est quand même une compagnie que ça fait longtemps qu'il est là. Donc, c'était pour lui permettre là, de pouvoir le faire. Puis, on pense en effet que si les véhicules sont dans un bâtiment, ça va rehausser là, le cachet visuel là, que de les avoir directement à l'extérieur. Donc, c'est simplement l'ajout d'un usage dans le secteur. Autres secteurs municipaux, après ça, bon, on parle de terminologie. Là, on ne rentre pas nécessairement dans les détails, on va perdre un peu les gens. Mais on fait des revues de terminologie là, dans nos définitions là, sur l'hébergement récréo-touristique et artisanal. On fait des ajustements pour les cafés-terrasses pour ajouter des exemples d'usages complémentaires. On ajoute un ajustement sur les distances séparatrices dans la zone agricole permanente pour éliminer les contraintes versus le non-agricole. C'est que parfois, dans un secteur agricole, il faut avoir des usages non agricoles, des usages agricoles. Donc, il y a certaines distances séparatrices qui ont été revues pour diminuer certaines contraintes que ça pouvait créer. Et on a ajusté là, les grilles d'usage en conséquence. Là. Donc, nous, on a des grilles à l'interne là, pour pouvoir suivre là, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait. Donc, ces grilles-là ont été ajustées en fonction des différentes modifications. Donc, ça fait le tour au niveau des changements là, qui ont été proposés au niveau, je dirais plus, là, administration municipale, conseil municipal, là, nos règlements avec lesquels on est habitué de travailler. Maintenant, on va rentrer dans les deux nouveautés qui nous viennent au niveau de la MRC et qu'on a décidé d'implanter. Le premier, c'est les usages commerciaux en zone agroforestière. Actuellement, en zone agroforestière, on ne pouvait pas faire d'usage commercial.
Si on parle de zone agroforestière, là, on parle un peu au niveau du chemin de l'Anse, là, on a de l'agriculture active. Puis après ça, un petit peu plus loin, on a un peu d'agroforestier. On parle aussi dans le coin de Saint-Fiac, qu'on est pas mal tout agroforestier dans le coin là. Et après ça, un petit peu là, le long du chemin des Coteaux, mais pas tant que ça. Donc, c'est simplement que maintenant, il y a certains usages commerciaux qui sont autorisés, mais on parle vraiment là, de petites entreprises artisanales. Donc, on va voir un peu les définitions ensemble. Donc, on parle d'industrie manufacturière artisanale, artisanat, sculpture, tissage, broderie, fabrication d'aliments, industrie d'imprimerie, mais vraiment presse offset puis sérigraphie. Là, on ne parle pas là, de grosses imprimeries. Puis quand on voit haute, là, on voit bien un artisanat fabriqué grâce à un savoir-faire particulier non automatisé. Donc, on parle vraiment comme un peu des produits du terroir, du savoir-faire à la main. Si on va voir au niveau de l'autre diapositive, on parle aussi d'entreprises qui sont opérées par 6 employés ou moins. La fabrication a un peu d'incidence sur l'environnement et la vente des produits doit être faite sur les lieux de fabrication. Donc, on parle vraiment de petites entreprises commerciales, justement là, en lien là, avec le principe un peu agroforestier. Là, donc, on est un petit peu plus en nature, prendre en compte l'environnement, faire des... donc, ça résume un peu ce point-là. Et par la suite, notre dernier point, on a les PPC-MOI, donc règlements sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Je vais vous lire un petit peu là, ce qu'on a sur la diapositive. Ensuite, je vais l'expliquer. Donc, on vise à permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à certains règlements d'urbanisme. Et approbation référendaire si le projet modifie, ajoute, remplace ou supprime une disposition du règlement du zonage ou de lotissement, car ceci équivaut à édicter un règlement d'urbanisme sur mesure pour un projet plus conformité de la MRC. Ce que ça veut dire, un PPC-MOI, c'est que dans le fond, on sait que le monde évolue. On a des gens qui sont très innovants dans certains projets qu'ils peuvent présenter à la municipalité. Puis c'est sûr que parfois, les règlements ne suivent pas ces innovations-là. Ou encore, des fois, on a un projet particulier qui peut être très, très intéressant. Mais en même temps, on ne veut pas non plus ouvrir la porte à l'ensemble de la municipalité ou à l'ensemble de certains secteurs parce que c'est vraiment spécifique à un concept ou à un promoteur. Donc, un PPC-MOI, dans le fond, ça permet, là, comme on vient de voir un peu, d'édicter une sorte de règlement d'urbanisme sur mesure pour un secteur ou un projet particulier. Par exemple, on pourrait avoir, par exemple, un projet de mini-maison dans lequel, admettons, au lieu d'avoir des marges latérales de 3,5 mètres, le projet aurait des marges de 2 mètres et ça serait dans le concept, ça serait beau, puis ça serait acceptable. Le PPC-MOI, ce qu'il va permettre de faire, ça va permettre d'éviter qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une construction, la personne doive demander une dérogation mineure. Donc, en passant un PPC-MOI, dans lequel on vient dire qu'on est d'accord à ce que les marges latérales soient de 2 mètres, toutes les constructions futures spécifiquement dans ce secteur-là, si elles respectent le 2 mètres latéral, n'auront pas besoin de demander là, de dérogation mineure. Donc, ça simplifie quand même énormément le processus. Cependant, comme on voit, là, si ces changements-là touchent le zonage, comme là, je viens de parler d'une marge latérale, ou encore le lotissement, bien, ça doit quand même passer en processus référendaire. Donc, on doit quand même consulter la population et la population peut se prononcer est-ce qu'elle est d'accord ou pas à ces changements-là. Si ça touche les règlements de construction, ça, dans ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller en processus, mais vraiment tout ce qui touche le zonage puis le lotissement, parce que là, tu sais, on est en train de parler des marges, donc ça peut affecter le voisinage. Au niveau du zonage aussi, on peut parler des usages qui vont être faits. Donc ça peut quand même causer là, certains irritants là, au niveau des secteurs. Donc ça, on doit passer en approbation référendaire là, auprès de la population avant de pouvoir accepter des modifications comme ça. Si on continue, on voit PPC-MOI, puis je vous dirais, ça va pas mal être l'approche, là. On vise surtout des projets de grande envergure ou ayant une complexité particulière et ça vise à encadrer le développement urbain au cas par cas. Certains qu'on ne fera pas un PPC-MOI pour une maison unifamiliale parce que c'est énormément de travail puis c'est pas pertinent. T'sais, on a d'autres outils, on a les dérogations mineures par rapport à ça ou on a d'autres éléments pour venir ajuster certaines situations là, au niveau d'une maison unifamiliale. Cependant, quand on parle, par exemple, d'un projet de 50, 60, 70 unités, là, à partir de ce moment-là,
s'il y a vraiment des particularités qui ne rentrent pas dans la réglementation, mais qu'on voudrait accepter, mais isoler à ce projet-là, à partir de ce moment-là, un PPC-moi pourrait être intéressant pour revenir vraiment adapter là, cette portion de réglementation-là au développement en question. Encore une fois, là, c'est un outil, donc il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. C'est simplement là, pour donner un petit peu plus de flexibilité. Les types de projets particuliers visés, c'est sûr, ici, on parle vraiment d'un immeuble. Quand on parle d'immeuble, là, ça peut être un terrain, ça peut être un développement. Il ne faut pas juste penser à un bâtiment. Donc, on parle de reconversion, ajout, déplacement, remplacement d'un bâtiment quelconque, modifier, changer, remplacer un usage quelconque d'un immeuble. Une attention particulière est portée lors des évaluations afin de ne pas créer de précédent. Donc, encore une fois, on est quand même assez flexible. Et au niveau de la dernière note, là, c'est certain qu'il y a une attention particulière qui est portée. Quand on dit pas créer de précédent, c'est qu'à toutes les fois qu'on fait un PPC-moi, faut être capable de répondre à la question pourquoi là et pourquoi pas ailleurs. Donc, il doit quand même avoir un élément distinctif là, qui est spécifié au niveau de cet élément-là pour pouvoir aller de l'avant. On a aussi certaines particularités au niveau des zones agricoles. Je vais faire un petit résumé rapide. Dans le fond, au niveau des zones agricoles, globalement, ce qui est demandé, c'est que le PPC-moi ne doit pas faire en sorte de réduire l'utilisation agricole des terres. Donc, s'il y a des terres qui sont exploitables, on ne pourra pas utiliser un PPC-moi pour venir réduire l'utilisation de ces terres-là ou en changer certaines en non agricoles ou ce genre d'éléments-là. Et ça reste qu'il y a toujours la CPTAQ là, qui est impliquée là, dans ces changements-là. Donc, on a des restrictions additionnelles là, pour protéger là, le territoire agricole. On vient dire par la suite que les demandes doivent respecter le plan d'urbanisme, donc on ne peut pas non plus arriver avec n'importe quoi. Ne sont pas admissibles si une zone ou partie de zone est soumise à des contraintes particulières en lien avec la sécurité publique, mouvement de sol, sauf s'il y a des études d'inondation. Je veux dire, si par exemple, on a des maisons le long de la rivière Saint-Jean et bon, ils doivent se tenir à 10 mètres, par exemple, là, de la bande riveraine parce que bon, il y a une zone inondable, on ne peut pas utiliser un PPC-moi pour les autoriser à se construire à 6 mètres. Donc, c'est des éléments là, qui doivent continuer d'être respectés. Là, le 10 mètres de zone inondable l'est. Au niveau des mouvements de sol, c'est la même chose, sauf s'il y a une étude qui vient prouver que si c'est fait de telle façon, ça peut être viable. Tous ces éléments-là, d'ailleurs, au niveau des PPC-moi, doivent aussi recevoir l'approbation du comité consultatif d'urbanisme là, lorsque c'est déposé. Les critères d'évaluation des demandes, ça, c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Donc, si on a une demande de PPC-moi, de quelle manière est-ce que cette demande-là devrait être évaluée? Donc, on parle ne pas compromettre ou diminuer les efforts de la municipalité à assurer un développement harmonieux et rationnel, ne créer aucun impact ou constitue une plus-value pour l'ensemble de la collectivité du secteur, enrichir le milieu architectural, patrimonial, naturel, paysager, la compatibilité des occupations avec le milieu environnement, la qualité d'intégration, volumétrie, densité de l'aménagement avec l'environnement, l'avantage des propositions au niveau de la mise en valeur des espaces verts, avantage des propositions d'intégration, démolition de l'existant versus la conservation. Donc, si on a des situations, c'est moins le cas peut-être à l'Anse-Saint-Jean, mais parfois on a certaines municipalités où est-ce qu'ils ont des secteurs qui sont un peu dépéris. Donc, des fois, de permettre là, la démolition, de la rendre peut-être plus simple là, pour pouvoir revitaliser un secteur. Ou encore au point de vue conservation. Donc, il y a des immeubles, par exemple, patrimoniaux. On veut s'assurer qu'il y a une certaine conservation. Donc, venir mettre, par exemple, un PPC-moi dans lequel il y a certaines règles d'urbanisme là, qui vont venir l'encadrer. On sait qu'on a des PIA pour les secteurs patrimoniaux, mais ça, un PPC-moi, ben là, on peut aller dans le lotissement, on peut aller dans le zonage, on peut aller dans plus de choses qu'un PIA nécessairement n'ira pas toucher. Les conséquences de projet sur l'environnement, quand on parle d'impact environnementaux, le bruit, les émanations, la circulation, contribuer au dynamisme social et économique, faisabilité du projet selon les chantiers de réalisation. Mais comme vous pouvez voir, là, ça ne doit pas être un règlement qui doit servir à accommoder un entrepreneur ou accommoder un citoyen. Il faut vraiment que ce soit un règlement qui soit utilisé dans l'optique de dire que si on vient à l'implanter dans un secteur précis, on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration ou une plus-value pour le village. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on doit le voir. Donc, un argument de dire, ben, c'est parce que je ne peux pas faire ça, puis il faudrait que je le fasse de même, sinon je ne suis pas capable de faire mon projet.
Ça, ce n'est pas un argument là, pour mettre en place un PPC-moi. Là. Donc, ça ne doit pas être un règlement de complaisance, ça doit vraiment être un règlement de plus-value pour la municipalité. Ensuite, les critères d'évaluation en zone agricole, là, je vais les passer très, très vite. Là, usage permet d'utiliser un espace qui peut difficilement être occupé autrement. Démonstration que le projet ne peut être localisé à l'extérieur de la zone agricole. Ne doit pas ajouter de contraintes au développement des affectations agricoles. Compatible avec les usages actuels et prévus du milieu environnement. Terrain comporte des limitations jugées importantes quant à l'exploitation agricole. Quant à l'exploitation agricole. L'architecture, l'affichage, l'éclairage s'intègrent au milieu agricole et rural. Donc, encore une fois, là, tous les critères ici là, visent à protéger l'agriculture active, là, donc toutes les terres là, qui sont actuellement exploitées, s'assurer que le PPC-moi ne viendra pas réduire ces usages-là ou encore les limiter. Donc, encore une fois, c'est un outil. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'utiliser. Cependant, s'il y a des situations particulières qui se produisent au sein de la municipalité, c'est toujours quelque chose qui pourrait être soulevé. Mais encore une fois, là, ça doit majoritairement être utilisé pour des projets là, qu'on parle de plus grande envergure, là, avec quand même une valeur significative. Parce que c'est quand même un processus qui est quand même important avec des consultations au niveau de la population. Les gens peuvent se prononcer, dire qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc. Donc, ça fait le tour au niveau du PPC-moi. Et ensuite, on avait une petite période de questions s'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou questions sur la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas une question technique, mais... Est-ce que vous voulez venir au micro? Au micro. c'est juste... Vous vous nommez et vous posez votre question. Éric Lunan, est-ce que c'est possible d'avoir une copie de ton présentation? Parce que je trouve que c'est très clair, ce que vous dites, mais je ne peux pas tout intégrer d'une shot, là, mais est-ce que c'est possible d'avoir? C'est PowerPoint, je pense. Oui, c'est PowerPoint. Au pire, vous pouvez je peux vous donner, vous pouvez me laisser votre adresse courriel, mais je pense que je l'ai. Puis au pire, je ne sais pas si on pourrait le mettre sur le site Internet. Au pire, moi. Donc on va regarder pour la mettre sur le site Internet. Il n'y aura pas de problème. C'est bonnes informations. C'est pratique de l'avoir. Parfait. Merci. C'est bon. Est-ce qu'on avait des questions? Oui, M. Perron? Oui, j'avais... Ton micro. Excusez, oui. Il va y avoir un exemple d'hébergement récréo-touristique et artisanal. Vous vous référez à... Je ne me rappelle plus dans le texte. Là, on parlait d'hébergement récréo-touristique et artisanaux. On a un peu ça, je pense que c'était dans les autres... Au début, là. Revue de la terminologie définant les usages d'hébergement récréo-touristique et artisanaux. C'est deux catégories distinctes, c'est juste que les terminologies ont changé. Tu sais, au niveau là, de certaines définitions pour l'hébergement récréo-touristique et pour l'artisanal. L'artisanal touche beaucoup là, ce qu'on vient de se parler au niveau là, des modifications au niveau de l'agroforestier, là, la petite portion que maintenant il peut y avoir du commercial au niveau de l'artisanal. Donc là, il y a eu des petites modifications de terminologie là, pour venir faire une cohérence par rapport à ça. Puis on a aussi là, les usages d'hébergement récréo-touristique. Là, il y a eu des petits changements de nom là, ou de mots là, pour venir faire des précisions. Mais si on le met de cette manière-là, la substance n'a pas changé. C'est vraiment juste là, des questions de cohérence au niveau là, du règlement. C'est pour ça que ça a été mis dans cette catégorie-là. Puis qu'on dit que c'est des précisions. C'est non pas des ajouts ou des retraits. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions du public? Pas de questions non plus dans la salle? Alors voilà, c'était l'information qu'on voulait transmettre aux citoyens. Maintenant, comme l'a mentionné le directeur général tout à l'heure, M. Desbiens, on va inclure ce PowerPoint ou cette présentation sur le site de la municipalité. Donc, pour toute personne qui veut le consulter, ça sera disponible sur le site. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée.